Bien, bonjour Monsieur le Président, messieurs et mesdames les présidentes, chers amis. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'étais avec vous il y a 10 ans pour la première fois, en 2006, et ce sera ma dernière apparition devant vous en tant que régulateur, puisque mon mandat s'achève au mois de février 2017. Donc, je suis très heureux de terminer avec vous. Alors, c'est une question, le TURP. D'abord, on est en plein dedans, si je puis dire. On est en train de le constituer. Donc, il serait un peu tôt pour vous dire en quoi, quel sera le résultat final, puisque nous avons déjà fait 2 consultations publiques sur différents éléments. Il y en aura une troisième au cours de l'été. Le TURP concerne à la fois le transport et la distribution. Et vous savez que pour des raisons de péripéties, d'annulation précédentes, nous avions dû séparer le TURP transport du TURP distribution. Cette fois-ci, nous les réunissons, mais ce sont quand même deux exercices à la fois différents et complémentaires. Différents parce que dans un cadre qui est le transport, nous avons des compétences sur l'approbation des investissements que nous n'avons pas, vous le savez bien, sur la distribution. Mais maintenant, il y a un comité spécifique qui a été mis en place il y a quelques années, enfin, qui vient d'être mis en place, mais qui a été décidé il y a quelques années pour que les représentants des collectivités locales, et je crois que le président Pintin en fait partie, pour donner une vision sur ce que doivent être les investissements de la distribution. Mais d'une façon plus générale, puisque vous avez évoqué le rôle de la CRE dans beaucoup de secteurs, et que vous avez parlé aussi tout à l'heure de la transition énergétique. Moi, je voudrais vous dire que ce n'est pas simplement la transition énergétique dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la transition tout court. Et je voudrais vous dire un mot avant de venir sur des sujets qui sont les tarifs, non seulement de réseau, mais les tarifs de l'électricité ou du gaz, de l'ouverture du marché. Je voudrais vous dire un mot de la gouvernance. La gouvernance, ça vous concerne. Vous, collectivités locales, vous, autorités concédantes, vous qui avez depuis longtemps ces responsabilités. Nous sommes aujourd'hui à un carrefour qui est celui d'une décentralisation nécessaire, voulue, où l'on voit que les initiatives, et on le voit en particulier dans tout ce qui est énergie renouvelable, smart grid, enfin tout ce qui peut être intelligent, pas simplement les réseaux, mais même les villes, les quartiers, etc. Tout ça, ça vient, la plupart du temps, du territoire. Vous avez intitulé votre journée « L'énergie du territoire », c'est également l'intelligence des territoires. Et cette décentralisation qui se fait avec de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants, de nouvelles entités, va se trouver aussi confrontée à une autre évolution qui, elle, vous la connaissez peut-être un peu moins, mais nous y sommes, nous, à la Commission de régulation de l'énergie, tout à fait confrontés. C'est à une volonté de centralisation européenne. Je suis très européen, très pro-européen, je l'ai toujours été. Peut-être est-ce dû à mon âge, puisque ceux qui sont nés après-guerre ont encore des mémoires de l'importance de cette construction européenne. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où il y a peut-être des dérives dans la construction européenne et dans le domaine de l'énergie en particulier, d'une volonté de centralisation au travers à la fois de la Commission européenne, mais également d'une agence que vous connaissez peut-être simplement de nom, qui s'appelle l'ACER, qui est l'agence de coopération des régulateurs européens. Mais en fait, cette agence prend de plus en plus de poids dans les décisions et va, parce que la Commission européenne le souhaite, devenir un partenaire de l'ensemble des acteurs du domaine de l'énergie. Alors ça peut avoir de bons côtés parce qu'on avance parfois plus vite dans ce domaine, mais on se trouve confronté quand même à, d'un côté, une volonté, je dirais une volonté des peuples, et qu'on trouve absolument partout, à la fois en Europe mais dans le monde entier, que tout ce qui était top-down devienne bottom-up, c'est-à-dire que ce soit plutôt la remontée des idées
qui soit pris en compte, alors que d'un autre côté, vous avez une construction qui se fait de plus en plus top-down, avec, si je puis dire, nous au milieu, puisque la Creuse se trouve à l'intersection du dialogue avec ses partenaires au niveau des territoires, et ce que j'aimerais être un dialogue, mais qui n'est pas toujours, avec nos partenaires européens. Et donc, j'insiste sur cet aspect d'évolution de la gouvernance, parce que je pense que ce que vous avez connu, ce que nous avons connu ensemble au cours de ces 15 dernières années, va être considérablement modifié dans les 10 années à venir, et que, au-delà de l'avenir de l'Europe, qui est un sujet plus large que celui de l'énergie, mais je veux dire, ça en fait partie. C'est-à-dire comment va se construire l'Europe de l'énergie. Est-ce que ce sera une Europe de l'énergie construite par une vision technocratique vue du haut, ou est-ce que ce sera une construction de l'énergie avec l'ensemble des partenaires, en tenant compte de toute l'intelligence apportée par les territoires, ce qui ne veut pas dire qu'au niveau central, il ne faille pas aussi avoir cette vision. Je reviens sur ma question, vous l'avez bien présenté, le marché se complexifie. Sauf qu'il y a un tarif, et c'est vous qui le décidez. Or, d'un côté, il y en a qui rappellent les investissements nécessaires, de l'autre côté, il y a les consommateurs. Et en gros, vers quelle voie allez-vous avancer, en particulier pour définir le TURPE 5 ? En tenant compte de l'ensemble des besoins nécessaires, je vous dis, des investissements faits par des gestionnaires de réseau efficaces. Le terme d'efficacité est un élément important. On a eu un dialogue très ouvert avec GRDF et avec M. Sauvage pour justement définir quel était le bon niveau d'efficacité de l'entreprise. Alors ça nécessite incontestablement de la part des entreprises que nous régulons un certain effort, parce que nous tenons compte également des conséquences sur les tarifs des investissements, puisque, comme vous le savez, puisqu'on est sur le TURPE, la construction des tarifs de l'électricité se fait désormais par une forme d'empilement, ce qu'on appelle l'empilement, dont la première, enfin l'une des briques en tout cas, est le TURPE. Donc il s'agit de trouver un équilibre entre ce qui est nécessaire dans l'investissement, mais ce qui est nécessaire dans l'investissement, avec aussi la considération des évolutions de ce qu'est l'énergie d'aujourd'hui, c'est-à-dire la maîtrise de l'énergie. On va consommer probablement mieux, et donc probablement moins. On le voit déjà d'ailleurs dans les scénarios qui sont présentés par RTE. Un certain nombre de projets qui étaient envisagés il y a 2 ans, il y a 3 ans, sont des projets qui sont aujourd'hui remis en cause. Alors, ça vous concerne un petit peu moins parce que, évidemment, c'est les autoroutes. Le travail de la distribution, c'est autre chose. Là, il y a énormément besoin d'investissement, mais peut-être aussi d'adapter ce réseau à la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire au développement considérable des énergies renouvelables, et à ce titre, l'importance de Linky, qui est un sujet dont vous avez déjà débattu hier dans une table ronde, mais qui est un sujet qui crée... C'est un thème qui revient vraiment régulièrement dans les rencontres. On va en parler aussi cet après-midi. J'allais presque dire, les compteurs Linky et Gaspard ne sont pas encore mis en place, mais quel est, de votre point de vue, l'atout pour les consommateurs? Parce que c'est vrai on voit bien dans le cadre du congrès tout l'intérêt pour les gestionnaires, pour les organisateurs, mais pour les consommateurs, est-ce que vous pensez que c'est un plus ? C'est évidemment un plus, parce que pour une raison très simple. D'abord, la première, c'est qu'ils vont pouvoir on va pouvoir régler des factures sur la consommation réelle, et donc pas sur les estimations avec des relevés une fois tous les 6 mois, ou tous les 8 mois, ou tous les 9 mois, parfois plus dans certains cas. Et donc on aura une connaissance réelle de sa consommation, et donc les factures seront adaptées à sa consommation. Ça, c'est le premier point. Le second point est un point sur lequel il y a beaucoup de discussions. À quoi ça sert en termes de, mettons, maîtrise de l'énergie ? Je pense que Bruno Léchevin en parlera abondamment. Moi, je ne voudrais pas empiéter sur ce sujet, qu'il a bien connu. C'est pas un outil qui va en lui-même permettre, je dirais, de diminuer la consommation d'énergie. Ça dépendra de l'attitude des consommateurs.
C'est-à-dire que le consommateur, avec Linky, pourra faire des économies d'énergie, pourra maîtriser, mais à condition qu'il le veuille. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Donc il faut bien voir que c'est d'abord quelque chose qui va servir à la connaissance, et à partir de la connaissance, éventuellement à l'action. C'est un outil à utiliser. C'est un outil à utiliser. Après, il y aura beaucoup de fonctions qui seront proposées en aval, mais ça, c'est une autre question. Mais l'outil lui-même, on a toujours, enfin, on ne peut pas revenir sur l'utilisation pour les réseaux, on le sait, mais pour le consommateur, c'est d'abord un outil de connaissance de sa réalité de consommation, et donc d'avoir une facturation adéquate, qui est pas négligeable dans un certain nombre de cas, et deuxièmement, de connaissance de sa consommation et donc de sa capacité à pouvoir intervenir sur sa consommation. Alors, il y a eu beaucoup de débats, et notamment d'ailleurs avec Bruno Legevin, c'était un sujet sur lequel nous n'étions pas toujours d'accord, le fameux affichage des portées. Bon, la loi a décidé que il y aurait un déploiement de l'affichage des portées pour les ménages qui se trouvent en termes de précarité d'énergie. Très bien. Mais il est évident que lorsque vous avez un compteur qui se trouve dans un local qui se trouve à l'extérieur de chez vous, c'est pas évident pour savoir comment vous allez l'utiliser pour reconnaître la consommation et comment vous allez jouer sur cette consommation. On n'a pas de réponse immédiate, parce que ce serait très simple de dire il suffit de mettre un afficheur des portées, mais le problème c'est de savoir qui paye. Donc c'est un problème effectivement aussi de financement. Donc malheureusement, vous ne serez pas là au prochain congrès où on pourra faire l'évaluation. Vous pouvez toujours m'inviter comme ça, je peux me dire. Bon. Je serais ravi d'assister au prochain congrès, mais je ne serai pas sur la scène. Non. Une dernière question, c'est sur les tarifs, puisque c'est au cœur de votre activité. Est-ce qu'on peut justement tirer un bilan de la fin des tarifs réglementés? Voilà. Quelle évaluation pouvez-vous en faire aujourd'hui? Si je voulais faire un jeu, si je voulais être un peu rapide, je dirais que ça aurait pu être pire. À vrai dire, ça se passe mieux que je ne le craignais. Et je veux vraiment remercier l'action menée par la FNCCR, qui a fait un travail remarquable. Président, on dit du bien de la FNCCR. Un travail remarquable de pédagogie, de travail avec l'ensemble de ses partenaires pour faire connaître et pour faire savoir comment allaient se terminer ces tarifs jaunes et verts. Et ça nous a considérablement aidés. Et vous avez pu vous rendre compte que faire jouer la concurrence a apporté des gains très souvent importants, parfois, enfin même très souvent entre 10 et 15% sur les appels d'offres. J'avais pris un exemple, parce que je pensais bien que vous me poseriez la question, l'exemple du CIPEREC, pour lesquels le gain moyen annuel de ces appels d'offres est de l'ordre de 2 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça fait exactement, pour être très très précis, 11,2% de gain. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de syndicats qui ont dû faire la même chose et qui ont dû voir qu'il y avait là un gain intéressant, et que donc la fin des tarifs réglementés professionnels était quelque chose qui était plutôt bénéfique pour le consommateur. Eh bien, aujourd'hui, il nous reste un reliquat. On a encore pour l'électricité encore 20 000 sites qui n'ont pas encore basculé et qui, à partir du 1er juillet, vont se retrouver dans une situation qui, pour certains, vont les surprendre parce qu'ils vont être amenés à payer entre 25 et 30% plus cher que le tarif réglementé, et avec un allotement qui aura été mené par un appel d'offres de la Creux à différents opérateurs. Il doit en rester 8 000 pour le gaz, mais je dirais que c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que je ne craignais qu'on en ait encore. Donc ça se passe plutôt mieux que nous ne pensions. Et là encore, je dis merci, Monsieur le Président, de l'action de la FNCCR sur ce sujet. Sur les tarifs, je voudrais encore ajouter quelque chose. N'hésitez pas. Sur les tarifs réglementés de vente du gaz et de l'électricité, deux choses. Premièrement, sur les tarifs réglementés de gaz, peut-être savez-vous que le Conseil d'État a demandé à la Cour européenne de justice son avis sur la nécessité de conserver des tarifs réglementés de gaz en France.
Nous n'avons pas la décision de la Cour européenne de justice, mais nous avons les conclusions du rapporteur, et les conclusions du rapporteur sont négatives, c'est-à-dire qu'il ne voit pas de raison de conserver des tarifs réglementés de gaz pour aucune raison. Donc on attend la décision de la Cour européenne de justice, qui ne saurait tarder, et qui sera suivie par une décision du Conseil d'État, qui, je ne sais pas quelle sera vraiment la suite, mais on a une probabilité relativement forte que ça conduise à la fin, à la suppression des tarifs réglementés de gaz. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, se posera la question, mais ce sera une étape beaucoup plus longue, des tarifs réglementés de l'électricité. Je pense que d'ici peut-être 2 ou 3 ans, on se trouvera dans une situation similaire. Je vais donner la parole à Édouard Sauvage, parce que ce que dit le président, comment vous le voyez, cette fin de tarifs réglementés pour le gaz? Un risque à courir ou une chance à saisir? Nous sommes complètement neutres vis-à-vis des fournisseurs, donc on est peu concernés. D'ailleurs, dans la toute première phase de fin des tarifs réglementés du gaz, à un moment, GRDF avait dû porter quelques clients qui acceptaient de payer beaucoup plus cher que les offres de marché qui existaient, à notre grande surprise. On a été très heureux que le régulateur nous retire cette situation, parce que c'est clairement pas notre métier, de vendre du gaz, et on l'a fait vraiment que temporairement. Et je pense qu'effectivement, la fin aujourd'hui des nouveaux tarifs réglementés, peut-être avec cette première expérience, se passe, pour ce qu'on en sait, beaucoup mieux. De ce point de vue-là, d'ailleurs, moi, je tiens à remercier aussi les gestionnaires de réseaux de gaz et d'électricité, donc GRDF et Enedis, d'avoir vraiment parfaitement joué le jeu et d'avoir mis en place les systèmes d'information nécessaires pour qu'on puisse gérer cette bascule qui n'était pas évidente. Dernier mot, si vous le permettez, sur les tarifs réglementés. Pour la première fois, la Commission de régulation de l'énergie va avoir, dans les jours qui viennent, la responsabilité, puisque c'est désormais la loi depuis le 8 décembre 2015, de proposer l'évolution tarifaire des tarifs réglementés d'électricité. Et nous allons définir cette évolution dans les prochains jours. Et ce sera très probablement public dans les quelques semaines qui viennent. Voilà. Alors la parole est à vous. Le président de la CRE est en face de vous, donc je ne doute pas qu'il peut y avoir des questions. C'est toujours un peu compliqué quand il y a beaucoup de place, beaucoup de monde. Moi, j'en ai une, de toute façon. C'est la question de l'hydroélectricité, parce que ça, c'est un sujet, j'en entends parler depuis des années, que l'Europe nous demande d'ouvrir l'énergie hydroélectrique, et en tout cas que des remises en concurrence doivent être faites. Les choses avancent peu. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que ça va bouger? C'est une bonne question. Mais je n'ai pas la réponse, parce que ce sont des négociations entre le gouvernement et la Commission européenne. Simplement un petit rappel qui est souvent oublié, y compris par les parlementaires qui ont voté la loi NOM en 2010, dans la négociation entre le gouvernement de l'époque et la Commission européenne, pour arriver à éviter une sanction sur les tarifs réglementés. Il y avait la loi NOM et tout ce qui s'en suivait sur la partie, je dirais, évolution, suppression des tarifs réglementés professionnels, etc., etc. Mais il y avait aussi un élément dont on a moins parlé, c'était l'engagement d'ouvrir à la concurrence les concessions hydrauliques telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc on en est toujours là, et c'est une des raisons pour laquelle la Commission européenne pèse effectivement sur le gouvernement pour que cette chose, ce sujet arrive. Je dirais d'une certaine manière, la Commission de régulation de l'énergie est très contente de ne pas être impliquée dans ce sujet très délicat. Car je ne doute pas qu'EDF a un poids non négligeable dans les discussions au regard de sa position. Vous aurez l'occasion de poser la question au président d'EDF cet après-midi. Alors, merci de poser les questions, monsieur. De nouveau, à vous la parole. Toujours Claude Albert, vice-président du CEDI. Comme moi, je suppose que vous écoutez la radio et vous avez dû sans doute entendre ces jours-ci l'opération que lance Que Choisir sur l'achat groupé d'électricité et de gaz, naturellement. Donc, on demande à s'inscrire sur un site et puis début
début de l'année 2017, il y aura sans doute un lancement pour l'achat d'énergie, un appel pour l'achat d'énergie groupé. Alors, qu'en pensez-vous? Beaucoup de bien. Beaucoup de bien parce que jusqu'à présent, UFC Que Choisir croyait à la concurrence dans le domaine et à l'ouverture du marché dans le domaine du gaz, mais n'y croyait pas du tout dans le domaine de l'électricité. Le fait qu'il ait fait, que l'UFC Que Choisir ait fait ces déclarations, je crois que c'est hier ou avant-hier, est à mon avis un événement important dans l'évolution du marché et dans la prise de conscience des consommateurs domestiques, puisque là, ce n'est pas les professionnels, domestiques, qu'ils ont tout intérêt à faire jouer la concurrence et à comparer et à faire un choix. Donc, je trouve que c'est une excellente initiative. Oui, monsieur, je vous ai vu, en haut à gauche. Voilà. Oui, on vous l'amène. Pas de souci. À vous la parole. Voilà, merci. Daniel Verneret, directeur du syndicat d'énergie de Saône-et-Loire, syndicat départemental, territoire d'énergie, Bourgogne-Franche-Comté. J'ai 3 questions à poser. La première, en ce qui concerne les groupements d'achat, ils ont montré en tout cas des bénéfices extrêmement importants pour ceux qui y ont adhéré par rapport aux tarifs réglementés. Alors je pose la question à Monsieur Ladoucette, est-ce que cela veut dire que les tarifs réglementés étaient mal ajustés? En tout cas, ils sont très révélateurs, je dirais, d'une surfacturation que les consommateurs ont pu connaître tout le temps où ils ont été aux tarifs réglementés. La deuxième question, c'est en ce qui concerne le rappel qui va se faire très prochainement sur les factures d'électricité suite à l'annulation effectivement des tarifs qui étaient mis en place. Ça démontre en tout cas quelque part que, je dirais, les choses n'ont pas été forcément très bien engagées et vis-à-vis du consommateur, ça fait très mauvais effet. Et d'autre part, par rapport à la question qui était posée pour Que Choisir qui va relancer un groupement de consultation là, pour les consommateurs particuliers, j'ai la question de copropriétés qui souhaitent pouvoir éventuellement organiser les groupements d'achat et savoir comment elle peut s'organiser. Merci pour vos réponses. Avant de vous donner la parole, je voulais, puisqu'on va passer après avec vous, Bruno Lechevin, je voulais être sûr qu'il n'y ait pas d'autres remarques ou questions. C'est bon. En gros, et moi je rebondis, ou j'allais dire en vous demandant un peu un mot de conclusion. Ça fait plusieurs années, vous l'avez rappelé, que vous êtes à la tête de la Creux. Les choses ont énormément évolué dans le domaine de l'électricité. À écouter ce que dit monsieur, on va plutôt dans le bon sens. Quel est, vous, votre sentiment et un petit peu quels sont les enjeux des années à venir dans la régulation du marché de l'électricité? Alors, je vais d'abord répondre aux questions de monsieur. Alors, commencer par la troisième, parce que je n'ai pas la réponse, donc c'est rapide. Je ne sais pas comment ça peut s'organiser pour les copropriétés, mais je note la question et je vais essayer de regarder comment on peut apporter une réponse. Sur les deux premières, le groupement d'achat et le fait que vous ayez obtenu des tarifs intéressants par rapport aux tarifs réglementés, est-ce que cela prouve que les tarifs étaient mal calés? Non, pas nécessairement, parce que la loi disait, jusqu'à l'évolution et la décision prise par Madame Royal d'anticiper l'application de la loi NOM qui était prévue pour au plus tard le 1er janvier 2016, de l'appliquer un petit peu avant, c'est-à-dire de faire des constructions de tarifs d'électricité par empilement. La loi disait auparavant que ces tarifs devaient couvrir les coûts d'EDF. Les coûts d'EDF amenés à ces tarifs réglementés. Voilà. Alors la question qui se pose, c'est comment sont gérés les coûts d'EDF? Je ne vais pas apporter cette réponse, une question que vous pouvez poser à Jean-Bernard Lévy cet après-midi, qui fait un gros effort, je sais, de maîtrise des coûts de sa maison. On peut dire aussi que l'actionnaire d'EDF, c'est l'État, et l'État aurait dû jouer ce rôle de maîtrise d'évolution des coûts d'EDF, ce qui aurait peut-être maîtrisé en même temps l'évolution des tarifs réglementés. Mais pour répondre précisément à votre question, non, les tarifs réglementés par rapport à la loi n'étaient pas mal calés, c'était le reflet des coûts d'EDF. Aujourd'hui, à contrario, par empilement, la nouvelle construction des tarifs telle qu'on va la faire ne va pas couvrir les coûts comptables d'EDF, et c'est vrai que ça pose aujourd'hui un problème à EDF.
Deuxième question, qui est celle de la décision du Conseil d'État et le rappel de facture. Ça n'a rien d'étonnant, et vous en aurez très probablement encore une, puisqu'il y a un recours pendant devant le Conseil d'État. À partir du moment où il y avait un problème de rattrapage depuis l'année 2012. 2012, 2013, 2014, 2015, puisque les tarifs n'avaient pas été calés, la décision du gouvernement n'avait pas été calée sur les propositions que nous avions faites et qui étaient celles qui couvraient les coûts d'EDF. Donc, ces décisions ont été attaquées par des fournisseurs alternatifs, et très normalement, le Conseil d'État a dit qu'il fallait rattraper ces décisions. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est absolument incompréhensible pour le commun des mortels, et même pour ceux qui connaissent bien le sujet, on s'y perd. C'est exact. Alors, je pense que le meilleur moyen serait qu'effectivement, il n'y ait plus d'intervention du politique pour essayer de contourner la loi en vérité, puisque la loi dit un certain nombre de choses. Il suffit d'appliquer la loi pour qu'il n'y ait pas de recours. Donc ce serait une très bonne chose que ce soit le cas. Alors en termes de conclusion, je dirais que sur les 10 ans que j'ai vécu à la Commission de régulation de l'énergie, j'ai vu un monde changer. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur les aspects de gouvernance. On a vu le marché s'ouvrir tardivement, mais on a vu le marché s'ouvrir. Il est en train effectivement d'évoluer considérablement. On a vu la réelle mise en place de tout ce que nous voulions faire en termes d'indépendance des réseaux. C'était vrai pour les transports, ça l'est encore beaucoup plus aujourd'hui pour la distribution, ne serait-ce qu'à travers le changement de nom, même si c'est très symbolique, de RDF en Enedis. Ça a été long. On aurait probablement pu gagner beaucoup de temps. Et je crois qu'on se serait évité beaucoup de problèmes avec Bruxelles si on avait été un peu plus allant dans des choses que de toute façon on sera amené à faire, plutôt que de mettre le frein et de les retarder. Parce que finalement on les fait sous la contrainte, et on se trouve avec un certain nombre de contentieux qui sont compliqués aujourd'hui, qu'on a encore avec, et vous l'avez évoqué, avec l'hydroélectricité, mais ce n'est pas la seule. Je pense que si on avait été un tout petit peu plus allant, on aurait évité ces problèmes. Les grands défis qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est, je pense, comme je le disais tout à l'heure, c'est, je pense, d'arriver à concilier ce foisonnement d'initiatives qui partira du niveau local, avec une vision européenne qui se veut très uniforme, qui a une volonté d'uniformisation, et donc arriver à concilier ces deux approches pour qu'elles arrivent à faire quelque chose de positif et qu'elles ne se bloquent pas. Je pense que là, ce sera très probablement la responsabilité de mon ou ma successrice à la tête de la commission de régulation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Président, de vos propos clairs.